Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un beau mec, un vrai, au code d'honneur bien trempé. Quand il parle, on se tait et on écoute tellement sa cinéphilie est grande. Je parle bien évidemment de Monsieur Baptiste Dorsa. Quel plaisir de te voir passer aux aveux et évoquer avec moi, en face à face, un très grand film français. Hello Raphaël, j'espère que tu vas bien. C'est un régal de te retrouver. Avant même de commencer, je rappelle que tu enseignes l'art du scénario, donc tu vas pouvoir emmener comme ça un autre regard, je pense, sur le film, et tu es un mélomane, on pourrait dire, spécialisé entre autres dans la musique de films français. Avant d'attaquer le film qui nous servira de sujet du jour, c'est la tradition. En ce début d'émission, on va établir ta photo signalétique en 2 petites questions. La première, très simple, quelle est ta définition d'un bon polar ? Un bon polar pour moi, c'est un film, policier, de gangster, de braquage, de bref, c'est vrai que ça brasse très large, qui va réussir à dépasser légèrement ou carrément ses codes. Moi, j'avoue qu'en tant que cinéphile, c'est un truc un petit peu constant. Je veux dire, mon film catastrophe préféré est Mélancolia, parce qu'il va complètement en rebrousse-poil des codes du genre. Mon film de super-héros préféré, c'est Incassable et la série The Boys, parce que ça retourne complètement le principe. Et un bon polar, ça va être un film qui va réussir à être captivant par son intrigue policière, et qui va réussir à nous emmener également un petit peu ailleurs, qui va réussir à nous surprendre pleinement avec des codes inattendus. Plus difficile, deuxième question, quel est ton polar préféré ? Voilà, et là c'est le moment où je m'apprête à passer tout le reste de la semaine à me demander putain pourquoi est-ce que j'ai pas donné celui-là ou celui-ci. Si on se tient vraiment à la forme polar au sens film policier, mettant en scène des policiers qui vont résoudre une enquête, etc. Hit a évidemment, donc de Michael Mann, c'est un film tellement complet, tellement total, tellement généreux, que je me verrais mal ne pas le citer. Maintenant, si je dois écouter un peu mon cœur, je pense que ce serait un film de français, un film de Claude Miller réalisé en 83 qui s'appelle Mortel Randonnée, par Audiard père et fils, donc Michel et Jacques, Jacques à l'adaptation et Michel au dialogue, et qui est un film donc avec Michel Serrault et Isabelle Adjani, un très très grand film noir, qui a son public, qui est un petit peu oublié du grand public aujourd'hui, mais qui a quand même une communauté de cinéphiles qui adore en rappeler l'existence. J'appartiens à cette communauté, donc j'en rappelle l'existence. Mortel Randonnée, un road movie absolument incroyable qui va nous faire traverser toute l'Europe et qui suit donc Michel Serrault, détective privé dans la plus pure tradition du film noir, en train de suivre une tueuse en série incarnée par Isabelle Adjani. C'est exceptionnel, c'est extrêmement généreux, et c'est une immense mise en scène, selon moi même la plus belle que Claude Miller ait jamais faite. C'est intéressant de noter ce film-là parce que c'est un film effectivement qui s'inscrit, on va dire, dans la tradition noire de fin de carrière de Michel Audiard. On peut citer pêle-mêle Pile ou Face, par exemple, de Robert Enrico. Oui. On peut citer Garde à vue, évidemment, qu'on a traité ici même dans Bien connu des services de police. On ne meurt que 2 fois, et ça peut faire une belle transition du coup, de Jacques Deray par exemple, et c'est vrai qu'on oublie, on associe souvent Michel Audiard à des bons mots, au trait d'esprit on pourrait dire, à des choses, des galéjades. Cette période-là, moi je sais pas comment on pourrait l'appeler effectivement, cette période dépressive, cette période anthracite de Michel Audiard est complètement passionnante, et c'est bien que tu cites justement Mortel Randonnée qui est un peu oublié justement par rapport à Garde à vue de Claude Miller. S'il fallait parler de cette période, moi pour le coup je pense que l'appellation qui lui conviendrait le mieux, c'est la période du deuil. C'est que Audiard donc a perdu son fils aîné dans un accident de voiture en 75, et que passé ce stade, et à partir du tout début des années 80, il a effectivement opéré une sorte de tournant avec un cinéma beaucoup plus sombre, beaucoup plus pessimiste, plus philosophique aussi. Tu parlais de On ne meurt que 2 fois, il y a des tirades de Michel Serrault, d'ailleurs c'est tous des films avec Michel Serrault, les films dont on parle, Pile ou Face, Garde à vue, Mortel Randonnée, On ne meurt que 2 fois, de Jacques Deray donc. Et si j'ai une affection toute particulière pour Mortel Randonnée, c'est parce que non seulement le dialogue est signé Audiard, non seulement il y a tout un travail sur la question du deuil, et surtout du deuil de l'enfant, donc c'est complètement thématique, mais en plus, pour le coup, c'est quasiment une œuvre familiale, puisque on retrouve Jacques Audiard, qui est tout jeune à ce moment-là, à l'adaptation, et donc il y a le père et le fils qui rendent en quelque sorte hommage au frère et au fils disparu. Voilà, pour toute une série de raisons esthétiques, scénaristiques, artistiques, mais également symboliques. Je considère Mortel Randonnée comme une pierre angulaire même de l'œuvre d'Audiard. On ouvre une toute nouvelle enquête avec cette fois-ci un film criminel étonnant, à savoir Symphonie pour un massacre réalisé en 1963
par un Jacques Deray alors débutant, avant de devenir l'un des maîtres du genre policier que l'on connaît. Son troisième film, du coup, après Le Gigolo, un drame intimiste, on pourrait dire, avec Jean-Claude Brialy, et surtout après Rififi à Tokyo, un polar adapté d'un roman de Auguste Le Breton, réalisé donc la même année en 63, et qui, à l'instar du film que l'on va traiter avec Baptiste, est un véritable film noir à la française, en pleine réinvention, qui est peut-être quand même, selon moi, un petit peu plus brouillon quand même que cette mécanique extrêmement bien huilée qu'est Symphonie pour un massacre, qui est une sorte, on pourrait dire, d'emblée de jeu, un engrenage fatal, qui refuse comme ça toute forme de psychologie au profit d'une action constante et portée. C'est un peu le lien quelque part avec Michel Serrault à contre-emploi dans les films scénarisés par Michel Audiard que tu évoquais, avec un Jean Rochefort comme on l'a jamais vu ailleurs, qui déploie une autre facette vraiment sombre et fascinante de son jeu. Et rien que pour ça, c'est vraiment une œuvre à découvrir, à redécouvrir. Et justement, Baptiste, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue? Ça raconte quoi en fait, Symphonie pour un massacre? Alors, Symphonie pour un massacre, si j'ai droit à la vulgarité, est l'histoire d'un coup de pute. On a un personnage central qui est foncièrement antipathique, manipulateur, pervers même, et quasiment sociopathe quand on voit avec quelle indifférence il assassine ses coéquipiers ou il leur fait à l'envers. Enfin bref, on a un personnage qui est vraiment extrêmement négatif, qui est incarné donc par un Jean Rochefort qui est alors en début de carrière, dont c'est le tout premier rôle principal à l'écran. Jacques Deray a été le premier à lui donner sa chance en tant que rôle principal. Et donc, c'est l'histoire d'un membre d'un gang. Ce gang s'apprête à acheter une quantité considérable de drogue du côté de Marseille. Pour ça, ils réunissent des fonds. Et Jean Rochefort se met en tête de doubler tout le reste de son équipe en attaquant dans le train qu'il conduit à Marseille le convoyeur de ces fonds. Et il va, donc là pour le coup je spoil rien, ça fait partie de la toute première demi-heure d'intrigue, on est encore dans l'exposition, il va réussir, mais voilà, la conservation de ces fonds et les enchaînements d'éléments en cascade qui vont se produire à la suite de cette trahison vont l'amener à devoir pousser très très loin son sens de la trahison et de l'ignominie. Donc c'est un film qui est assez savoureux déjà en ça, c'est que on a un personnage principal qui est foncièrement négatif, qui est foncièrement manipulateur, et là où dans beaucoup d'autres films on aurait été davantage sur la question de qui a trahi, là en tant que spectateur on le sait d'entrée de jeu, et la question est davantage quelle est la stratégie qui va suivre pour arriver à ses fins. Ouais, et puis ce qui est super intéressant avec ce film aussi, c'est l'absence totale, on l'évoquait un peu entre nous en antenne, l'absence totale finalement de policiers. On est vraiment centré sur cette petite famille criminelle qui semble bien sous tout rapport. Hein. D'ailleurs, quand tu vois Jean Rochefort, on dirait presque le gendre idéal. Et ce qui est intéressant, c'est que je tenais à évoquer quand même un film de Jacques Deray, un film peut-être un peu plus inattendu, entre guillemets, dans sa filmographie. Et ce qui m'intéresse dans le parcours de Jacques Deray, qui est un cinéaste, voilà, qui est quand même, on va dire, assez réputé, mais qui n'a pas la même réputation, voilà, de grand cinéaste, pêle-mêle, Melville ou Verneuil. Il a un prix à son nom, hein, quand même, hein, et qui est délivré chaque année par l'Institut Lumière, et qui désigne le meilleur réalisateur de polar de l'année, comme quoi il est quand même associé aux policiers. Il est lyonnais. Il est lyonnais. Et nous aussi. Donc ça me tenait aussi à cœur d'évoquer un cinéaste lyonnais qui a une importance aussi à Lyon. D'ailleurs, le film est tourné en partie à Lyon. Il y a une séquence tournée à la gare de Perrache. Et on voit justement Jacques Deray qui joue à un guichetier face à Jean Rochefort. Et Jacques Deray, ce qui est intéressant, en fait, quand on suit le parcours de sa filmographie, on voit comme ça un peu une évolution du polar français. On démarre vraiment, on pourrait dire, dans le film noir hérité d'une grande tradition à l'américaine, avec, voilà, on l'a cité, je sais pas, Rififi à Tokyo, ce film-là, Par un beau matin d'été, enfin tous ces films-là adaptés des séries noires. Et un que j'aime beaucoup, enfin, qui est peut-être le plus oublié de tous, mais qui s'appelle Avec la peau des autres, en 1900, réalisé en 66 avec Lino Ventura, qui est également écrit par Giovanni aussi, comme le film qu'on va traiter, et qui est un très très bon film d'espionnage, très pessimiste, mais très intéressant. Oui, il a fait beaucoup de choses vraiment diverses et variées, à des époques très marquées. Il a quand même aussi été très, on va dire, marqué par la collaboration qu'il a pu avoir avec Alain Delon, La Piscine, Borsalino, Flick Story aussi avec Trintignant, et évidemment tous les films avec Belmondo. La fin de carrière est un peu en deçà, on pourrait dire, beaucoup plus télévisuelle, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qu'il faut souligner, c'est que Jacques Deray a été l'assistant aussi réalisateur de bon nombre de grands réalisateurs. Il a commencé aux côtés de Buñuel, aux côtés de Gilles Grangier, aux côtés de Jules Dassin. Et quand on voit un film comme Symphonie pour un massacre, le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu quelque part, pour moi en tout cas en termes de mise en scène,
un peu un chaînon manquant entre Baker, justement, Dassin et Melville. Et ce qu'il faut rappeler avant toute chose, c'est que le film est adapté donc du coup d'un roman de la série noire, un genre qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, donc Les Mystifiés, de Alain Reynaud-Fourton. Et il faut rappeler que le succès aidant de Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil, sorti quelques mois avant, durant la post-prod en fait, du film, a obligé le producteur à changer le titre du film. Et ce qui a beaucoup déplu à Jacques Deray, parce que Jacques Deray est un immense cinéphile aussi, il aimait beaucoup le titre donc original, Les Mystifiés, qui renvoie en plus à John Huston, oui. The Misfits. Absolument. Et donc, c'est vrai que c'est un film qui coule de source. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une intrigue qui est carrée, qui est simple, qui est posée. C'est un jeu de massacre, pour aller au plus vite. Mais ce qui est absolument génial, c'est que le film est un vrai film. Quand tu vois le film, c'est un vrai film de metteur en scène. C'est-à-dire que les cadres sont extrêmement composés, notamment vis-à-vis des décors. Il y a très peu de dialogue dans le film. Et il y a vraiment une sorte de tentative d'une nouvelle forme de réalisme. Et c'est vrai que, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, Jacques Deray a dû vraiment batailler avec son producteur pour imposer Jean Rochefort, qui était vraiment un acteur qui débutait sa carrière. Et le film a une élégance, notamment, je pense aussi grâce à Jean Rochefort, qui est très subtile, avec des prises de vue quasi documentaires, presque en caméra cachée. Quand tu vois Jean Rochefort au début du film, quand il se balade un petit peu dans les halles, où tu vois la vie un petit peu citadine, tu vois les enseignes en néon, ses périples un petit peu sur la route, les voyages en train qu'il n'arrête pas de faire. Oui, d'ailleurs, on sent le tournage sauvage, parce qu'il y a des figurants, enfin des figurants involontaires, du coup, qui sont un petit peu intrigués par la caméra. On voit quelques petits regards caméra de temps à autre et tout, ça file un cachet d'authenticité intéressant. Et même quand tu vois la première réunion entre ces 5 gangsters, quand ils se réunissent pour la première fois, il y a vraiment, je trouve, une mise en scène qui est presque architecturale. Il y a une science du cadre, c'est-à-dire que au tout début, les 5 dans le même plan, et au-dessus d'eux, comme ça, il y a des sortes de lampes un peu suspendues, et tu as Deray qui les place en fait dans des rapports de force de manière instantanée. C'est-à-dire que tu as Jean Rochefort qui est vraiment isolé à gauche du cadre, qui est de dos, avec 2 lampes suspendues en dessus de lui, une sorte de grand lustre un petit peu comme ça, qui est vraiment placé de manière horizontale, là où justement les 4 autres sont face à lui, face à la caméra, et sous justement, eux, des lustres verticaux. C'est-à-dire que tout est dit au niveau scénaristique, quoi, par l'image. D'entrée, il y a une opposition avant même que le coup, entre guillemets, qui les réunit tous, foire. Et dans les plans d'après, c'est pareil, c'est-à-dire, dès qu'ils parlent en fait d'argent, ils sont par duo. Ils vont toujours par paire. Et le seul qui est représenté de manière isolée, qui est seul dans le cadre, c'est qui ? C'est Jean Rochefort. Et ce qui est encore plus intéressant, le film démarre avec une femme, donc Daniela Rocca, l'actrice italienne qui jouait dans Divorce à l'italienne, aux côtés de Mastroianni. Le film commence par elle, mais il y a déjà même de la duplicité chez Jean Rochefort, parce qu'en fait, c'est la femme de son associé. Absolument, ouais. Ben, c'est un film où on va vraiment suivre toute une série de mystifications. À ce titre-là, d'ailleurs, le titre d'origine était beaucoup plus adapté. Le personnage de Jean Rochefort va réellement mystifier complètement ses collègues, et ce, à peu près sur tous les plans. Il leur pique leur pognon, il fait accuser les uns et les autres, et on a effectivement, comme point de départ notamment, le fait que d'entrée de jeu, le personnage est assez négatif, puisqu'il a une aventure avec l'épouse légitime de l'un de ses collègues. Au passage, d'ailleurs, tu parlais des cadres. Il faut préciser que, justement, en chef opérateur, on a une véritable légende du cinéma qui est là, c'est Claude Renoir, le neveu de Jean Renoir, à qui on doit quand même des films absolument essentiels, c'est-à-dire c'est lui qui a filmé La Grande Illusion, c'est lui qui a filmé Partie de campagne, qui a filmé également plein d'autres films. Donc, il a bossé avec Verneuil, il a bossé avec Frankenheimer. Il a bossé avec Frankenheimer, il a bossé La Traque. Il a bossé sur La Traque. Oui, on l'évoquait entre nous. Qu'on adore, qui est vraiment un pur chef-d'œuvre de film noir des années 70. Et sur James Bond, L'espion qui m'aimait. Ah, c'est lui sur il a vraiment tout fait, hein, vraiment. Excellent. Et il a fait, d'ailleurs, tiens, j'en profite pour le dire, un autre film que j'adore, qui est une comédie avec Belmondo, c'est le film Les Mariés de l'an 2. Qui est un pur petit bijou de comédie. Mais ouais, effectivement, on le retrouve sur beaucoup de films sur plusieurs films de Verneuil. Il a fait Le Casse, il a fait Le Serpent, French Connection 2. Oui, c'est lui. Excellent. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, quand tu vois en fait le travail de ce film, enfin déjà le travail sur le noir et blanc qui est absolument magnifique, mais je trouve que c'est presque une mise en scène tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois Deray travaille sur la profondeur de champ, il y a toujours des diagonales, tu vois, c'est jamais en fait
c'est jamais pris de face, tu vois, il y a toujours un côté biaisé qui te montre effectivement la psyché, ou du moins le plan, on pourrait dire machiavélique de Jean Rochefort, et ça marcherait très bien. Et par exemple, quand il découvre après dans le film, on peut rentrer un peu dans le spoiler, parce que c'est quand même... on aligne les morts hein, dans ce film. Quand bien son titre. Ouais, quand les acolytes découvrent le cadavre de Charles Vanel, Jean Rochefort est placé derrière. Et il y a souvent ce type de plan qui revient dans le film, c'est-à-dire au moment en fait, où tu comprends qu'il va les tuer, il est toujours placé derrière dans le cadre, vis-à-vis d'une paire d'acteurs. Et tu sais que ça va être les prochains en fait. Absolument. Et d'ailleurs, pour boucler un petit peu sur la question du chef-op, l'emploi, enfin je veux dire, l'instrumentalisation qui est faite des yeux de Jean Rochefort, de ses yeux clairs, de ce regard torve un petit peu en coin comme ça. Rochefort est effrayant, c'est ça qui est très très fort. C'est que voilà, on a là, faut se mettre dans la peau du public de l'époque. Hein, je veux dire, un tout jeune acteur relativement peu connu, il a des seconds rôles marquants dans Cartouche aux côtés de Belmondo et quelques autres, mais c'était quand même risqué de faire appel à ce jeune acteur pour cette occasion. Et c'est très intéressant de voir à quel point ils ont exploité quelque part la face la plus sombre de Rochefort, et où il faut attendre quasiment des décennies par la suite pour le retrouver dans un rôle aussi flippant. Quoi. Le seul équivalent, ce serait peut-être Barracuda de Haïm. Ouais, c'était à ce film que je pensais, effectivement, où il est absolument infernal, où il kidnappe Guillaume Canet, il lui fait vivre l'enfer. Mais Rochefort, il peut avoir un côté un petit peu effrayant, même dans Le Grand Blond, je veux dire, si on prend un petit peu son personnage au premier degré, en termes de manipulation, en termes d'absence totale de sentiments et d'absence de limite morale, surtout. C'est quelque chose qui peut incarner de part et d'autre. Mais paradoxalement, et notamment chez Yves Robert et chez quelques autres, Rochefort incarne dans le cinéma français, au contraire, le type qui a des scrupules, le type qui hésite, le type qui a des opportunités mais qui n'ose pas les saisir, etc., etc. Et donc vraiment le voir dans se dire que ce film-là est son premier film en tant que premier rôle, a quelque chose de vraiment marquant pour qui est amoureux de cet acteur. Ça peut être vraiment passionnant comme expérience de le découvrir dans Symphonie pour un massacre. C'est vraiment exceptionnel. Quand tu vois la carrière de Jean Rochefort, à ce moment précis, il est vraiment au balbutiement de sa carrière, on sent qu'il se cherche. Et ce qui est intéressant dans le film, effectivement, c'est qu'il a pas la moustache. Donc du coup, ça lui donne un petit côté fourbe, un peu fuyant, comme si étrangement, en fait, quand il enlève la moustache, comme s'il se cachait. Alors qu'en fait, il est vraiment à nu. Et c'est pas le Rochefort qu'on peut s'imaginer aujourd'hui, le côté exubérant, pittoresque, tel qu'on peut se l'imaginer dans l'inconscient collectif, qui, je pense, se fixe un peu au début des années 70, tu vois, avec des films comme Le Grand Blond avec une chaussure noire. Il est loin de ce personnage-là, voilà, qu'on lui prête d'habitude. Et ce qui est très drôle dans le film, il y a un moment, pour pas qu'on le reconnaisse, il se grime. Et en fait, il met une fausse moustache. Et il ressemble à qui, du coup? Il ressemble à Jean Rochefort, tel qu'on peut se l'imaginer. Et c'est très, très drôle. Ça, c'est un plan que j'ai vraiment adoré. On a vraiment l'impression, effectivement, de voir la naissance d'un acteur. Jean Rochefort face au miroir, en train de se dire, OK, il va falloir que j'interprète un rôle, puisque, effectivement, il se grime pour pouvoir commettre son forfait, afin de ne pas être reconnu. Et il enfile sa moustache, enfin, il appose sa moustache, il se regarde dans le miroir. Et symboliquement, bon, évidemment, lui-même n'en a pas conscience à l'époque, c'est un plan qui prend de la valeur avec l'âge, mais on a vraiment l'impression de regarder l'acteur Jean Rochefort en train de se construire le personnage pour lequel il va être célèbre. Et donc, ouais, ça en fait un plan tout à fait iconique. Mais dans le film, il est froid, il est austère, flegmatique à l'anglaise, cynique, impassible, c'est-à-dire que même dans les moments où il tue ses coéquipiers, il est d'un sang-froid mais total. Et il a quand même face à lui des acteurs d'une trempe assez admirable. Charles Vanel, on peut citer Claude Dauphin, on peut citer Michel Auclair. Michel Auclair, ouais, formidable. Il est génial, hein, vraiment. Des acteurs d'une autre génération, plus installés, des acteurs qui vont l'impressionner. Et d'ailleurs, il le dit, hein, je crois, dans sa biographie, hein, il se sent un petit peu coupable sur le tournage de les assassiner. Oui. Alors, il y a cette, notamment, bon, voilà, spoil, hein, le personnage, de toute façon, assassinant ses coéquipiers les uns après les autres. Charles Vanel va donc mourir après l'avoir démasqué. Jean Rochefort, du coup, enfin le personnage incarné par Rochefort là-bas, le plante à coups de couteau. Et effectivement, Jean Rochefort raconte dans sa filmographie que planter Charles Vanel à coups de couteau était quelque chose d'extrêmement compliqué pour lui, compte tenu de l'immense respect qu'il avait pour lui, etc. etc. Et Vanel, du coup, le vannait sur le tournage et l'encourageait à y aller beaucoup plus fort. Mais c'est un petit peu une spécialité de Vanel. Ce qui est intéressant avec Vanel, c'est notamment le réalisateur italien Francesco Rosi qui racontait ça. Il l'avait eu sur le tournage de Trois Frères en 1980. Charles Vanel incarne un père de famille subclaquant, 90 ans au moins,
qu'il avait sur le tournage. Il est mort centenaire. Et il y a une scène comme ça où Charles Vanel monte l'escalier dans le film Les Trois Frères et Francesco Rosi interrompt la prise et lui dit « Charles, s'il te plaît, plus doucement ». Parce que Charles Vanel était quelqu'un d'extrêmement énergique et a gardé cette énergie vraiment jusqu'au dernier instant. Et donc, du coup, c'est très intéressant d'imaginer Rochefort pétri d'admiration face à Vanel. Enfin, je veux dire, Vanel, c'est la belle équipe, c'est le salaire de la peur, c'est une mémoire, c'est une légende du cinéma. Qui a commencé dans le cinéma muet. En plus, ouais, non, il a fait tout le XXe siècle, quoi, vraiment, la totalité. Et donc, du coup, ouais, Rochefort était extrêmement intimidé par rapport à ça. Mais tu parlais, là, je rebondis sur ce que tu disais il y a un instant, tu parlais de l'indifférence glaçante de ce personnage quand il abat ses coéquipiers. Il y a notamment un moment où il va abattre un de ses coéquipiers à coups de flingue, et son visage est d'une impassibilité. En fait, ce personnage est un sociopathe. Ce personnage est vraiment un sociopathe, il a quelque chose de profondément effrayant. Ce qui le rend par ailleurs relativement unique dans le cinéma de ces années-là, parce que c'est une période où le cinéma français s'éclate en termes de films noirs et tout. On va même retrouver une certaine noirceur, même dans des séries d'espionnage type Le Gorille nous salue bien, par exemple. Le Gorille nous salue bien avec Ventura, c'est un vrai film noir tout en étant un film d'espionnage. Bref, les codes du film noir et ces cohortes de personnages désespérés, de personnages marginaux et tout sont très bien installés, mais Symphonie pour un massacre, effectivement, pousse quelque chose dans ce domaine en nous proposant de suivre pendant tout le film un véritable sociopathe, manipulateur, un personnage horrible, mais que néanmoins, dont les qualités de stratège vont être tout à fait passionnantes à suivre. Et véritablement, oui, pour ça, c'est un film assez unique en son genre. En revoyant le film, je me suis fait cette réflexion parce que bon, Jean Rochefort, voilà, c'est la nouvelle génération d'acteurs qui débarque, mais au fond, Jacques Deray aussi, c'est-à-dire c'est vraiment des débutants. Et je me suis presque dit, en fait, c'est un film méta dans la mesure où finalement, c'est des jeunes qui commencent dans le cinéma à des postes, voilà, techniques, artistiques, tout ce que tu veux, et qui finalement assassinent. Un petit peu comme la nouvelle vague, qui vont prendre la place finalement des anciens. Et ça parle que de ça, le film, j'ai l'impression. Oui, effectivement, c'est assez juste, parce que même Michel Auclair, il est quand même installé depuis une bonne quinzaine d'années quand il fait ce film. Il a commencé, il a fait quelques films avec Clouzot, voilà, dans le film Manon en 1947, c'est déjà un premier rôle. Et donc effectivement, on a Jean Rochefort qui liquide tout ce petit monde. Et ce qu'il y a de drôle, c'est qu'effectivement, derrière la caméra, on a des vieux de la vieille, on citait Claude Renoir tout à l'heure, mais on a au niveau du scénario deux petits jeunes qui vont faire leurs preuves dans ces années-là. José Giovanni d'une part et Claude Sautet de l'autre. Alors Claude Sautet, c'est même plus la peine de le présenter, je veux dire, c'est une filmographie incroyable. Et c'était tout particulièrement ces années-là le script doctor le plus courtisé, le mieux payé, le plus réputé du cinéma français. Il est quasiment au générique d'un film français sur 3. D'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qu'il a réécrit, dans la mesure où il ne voulait pas payer d'impôts. Donc ça reste un petit peu mystérieux encore aujourd'hui de savoir sur quel film il aurait travaillé, mais effectivement, il était absolument de partout. C'est-à-dire, dès qu'un scénario était un peu malade, allô Claude, t'en penses quoi ? Il trouvait la solution et c'était basta, quoi. C'est ça. C'était quelqu'un qui était là pour régler les problèmes et qui y arrivait visiblement magnifiquement. Je crois que c'est dans une interview de Philippe Sard que j'ai pu lire, Sard qui a donc été son compositeur à Claude Sautet sur quasiment tous ses films, où il expliquait que Sautet doutait terriblement sur ses scénarios, il mettait des années à les écrire, il était capable d'hésiter une semaine sur une virgule, mais quand il débarquait sur le scénario de quelqu'un d'autre, en l'espace de quelques minutes, il voyait exactement ce qui clochait, ce qui allait, il était capable de faire comme ça une espèce de synthèse absolument remarquable, et donc c'était c'était extrêmement sécurisant pour les cinéastes de travailler avec lui. D'ailleurs, Claude Sautet et Jacques Deray vont se retrouver quelques années plus tard sur Borsalino, au scénario duquel Claude Sautet a également participé. Et pour revenir aussi sur Giovanni, c'est-à-dire que c'est vraiment un artiste protéiforme, voilà, gangster, romancier, scénariste, réalisateur, collabo. On est obligé de le dire. Oui, il faut, mais voilà, en prenant en compte du fait quand même que le José Giovanni a grandi dans une famille de truands, et que sa période de la collaboration, il avait 16 ans, 17 ans, voilà, ça n'excuse en rien ce qu'il a pu faire, encore qu'on n'en sache pas énormément, hein. En tout cas, bon, voilà, il y a quelques affaires de braquage, mais c'est quelqu'un qui a passé quasiment une quinzaine d'années dans le couloir de la mort. C'est ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans 2 hommes dans la ville, hein. Oui, absolument, mais d'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est quelqu'un dont
la question de la mort, et tout particulièrement de la peine de mort, revient dans nombre de ces films. Et de toute façon, le scénario qui l'a fait vraiment connaître, entre guillemets, du grand public, c'est Le Trou de Baker, et on est en plein dedans, c'est-à-dire avec ces prisonniers qui creusent un trou littéralement pour s'évader. Et il sait de quoi il parle, en fait. Il sait totalement de quoi il parle. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les truands, et vraiment les truands à dans tous leurs stades, dans toutes leurs formes, c'est-à-dire voilà, la question des truands repentis dans un film comme Les Grandes Gueules de Robert Enrico, la question des truands emprisonnés dans ce chef-d'œuvre qu'est Le Trou de Jacques Becker, que tu citais tout à l'heure, la question, on parlait de Sautet, Giovanni, encore une association très intéressante, dans ce petit chef-d'œuvre qu'est pour moi Classe to Risque, qui raconte la question des truands en cavale. Ça, c'est un vrai petit bijou avec Ventura. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour il y a quand même un parallèle intéressant, c'est que sur Classe to Risque, Sautet et Giovanni se sont battus bec et ongle auprès du producteur pour imposer alors un jeune acteur dont personne ne voulait, qui s'appelait Jean-Paul Belmondo. C'était avant la sortie d'À bout de souffle, c'était avant qu'il soit bankable, et vraiment les producteurs comprenaient pas ce qu'ils pouvaient trouver à ce mec-là. Et ben c'est quasiment la même situation qui s'est passée sur Symphonie pour un massacre, où Jacques Deray s'est battu bec et ongle pour imposer Jean Rochefort à un producteur qui considérait qu'il n'avait absolument pas une tête de premier rôle et qui aurait préféré tourner ça avec n'importe qui d'autre. Et pour terminer sur José Giovanni, il est certes au dialogue en plus du scénario, il est aussi acteur dans le film, c'est très intéressant parce qu'il est plutôt bon acteur en plus, dans un petit rôle, hein, c'est pas un spoiler, hein, c'est la première victime de Jean Rochefort. Et ce qui est intéressant quand même dans les dialogues, on n'est pas chez Michel Audiard un petit peu à la même époque, c'est-à-dire des bons mots qui parfois nous détournent un petit peu de l'intrigue, au profit d'une boutade ou voilà. Ici, non, il fait allusion même à son propre passé, comme on l'a évoqué, et il le dit au début du film, il y a une très belle séquence avec Vanel, où il dit qu'il a fait de la prison beaucoup trop jeune. Et c'est vrai que Giovanni, on est obligé de l'évoquer dans l'émission, c'est quand même, en termes de polar français, il a la confluence finalement de tous les grands réalisateurs, on en a évoqué quelques-uns, on pourra citer aussi Melville, mine de rien, avec Le Deuxième Souffle. Bien sûr. Et là, je retombe sur mes pattes avec Jean Rochefort, c'est-à-dire quand tu vois le film avec le style de Jean Rochefort, avec son trench coat, j'ai presque l'impression de voir avant l'heure presque Alain Delon dans Le Samouraï. Il y a de ça, ouais. Il a une sorte d'armure. Un personnage très distant, avec un masque de cire vraiment, effectivement très peu expressif, et donc, par conséquent, mystérieux et charismatique. Effectivement, il y a un parallèle. Mais on sent Melville... Melville a toujours été d'une remarquable mauvaise foi concernant ses scénaristes, dont il a régulièrement cherché à s'approprier le travail. On parlait du deuxième souffle il y a 2 secondes. Quand tu regardes Le Cercle Rouge, le scénario du Cercle Rouge est quasiment une décalcomanie du deuxième souffle. Et donc c'est assez intéressant de voir que potentiellement, effectivement, même s'il ne l'assumera jamais, et de toute façon il risque pas, il est mort il y a 40 ans, mais qu'il y a potentiellement effectivement une inspiration chez Melville. Et d'ailleurs, alors dernière chose quand même, puisqu'on parle de Giovanni, Giovanni est quelqu'un qui, au travers de ses différents films, on a cité Le Trou, donc il a écrit Le Trou, Classe to Risque, Les Grandes Gueules, etc., et jusqu'à la fin de sa carrière, a toujours, de manière, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient, il y a toujours une espèce de mystification de la personne, du personnage du truand. La question du code d'honneur est au premier plan, notamment dans un chef-d'œuvre comme Le Deuxième Souffle. L'enjeu du code d'honneur est absolument central. Ici, dans Symphonie pour un massacre, il est un petit peu à part dans sa filmographie de scénariste, parce que ces personnages ne sont mus par aucun code d'honneur. C'est à la rigueur un petit peu Charles Vanel, et encore, c'est uniquement dans les dialogues après sa mort qu'on dit qu'il était inflexible, mais on est au contraire dans des histoires de trahison, de violence, enfin bref, l'honneur est complètement absent, d'où justement le chaos qui va sortir de cette histoire. Disons que c'est pas forcément des personnages de prime abord qui sont antipathiques, ni sympathiques, voilà, pour autant, mais ils sont quand même tous placés, t'as l'impression, sur une sorte de grand échiquier où chaque action a des répercussions fatales, c'est-à-dire que voilà, il y a 5 personnages, c'est assez concis, c'est assez précis, et finalement, ils ont qu'un dieu, c'est l'argent. C'est-à-dire que la caméra, chez Deray, les décortique dans leur vérité, et leur vérité principale, dans leur réaction, dans leur motivation, c'est l'argent, c'est la rapacité. C'est-à-dire que toute l'action est mobilisée autour de la question, justement, de l'avidité, quoi. Tout est déshumanisé, et le seul moment où il y a une sorte de partage, on va dire, entre les personnages, c'est quand Charles Vanel et Jean Rochefort le refusent, lui proposent de partager du pâté de merle. Oui. Et après, il l'assassine. Effectivement.
ils ne partagent rien, si ce n'est une certaine idée de l'argent qui est complètement dévitalisée, on pourrait dire. C'est ça. C'est vraiment, oui, totalement. C'est les seuls moments où on voit une collaboration, une complicité entre ces différents personnages, c'est toujours quand il s'agit soit de gagner du fric, soit d'en gérer. Je pense à la question du cercle de jeu dans la deuxième partie. Ils ont tous d'ailleurs un rapport comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le Night Club aussi avec Claude Dauphin, le cercle de jeu avec Michel Auclair. Oui. Et Michel Auclair qui tient un personnage très intéressant vu que d'une certaine manière il trahit ses collègues. Il s'agit de réunir en gros à 5, ils doivent réunir une certaine somme d'argent pour acheter une certaine quantité de drogue. Lui étant un petit peu dans la dèche va récupérer des faux billets, ça va avoir une importance cruciale dans l'intrigue par la suite. Lui aussi il les manipule d'une autre manière. Absolument, ouais. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant aussi à la fois dans le scénario et dans la mise en scène, c'est-à-dire que tout joue sur l'idée de répétition. Il y a toujours, je trouve, une forme d'équilibre qui est assez bien vue pour évoquer justement un déséquilibre qui va arriver. Et ça marche tout le temps par deux. C'est-à-dire, il y a 2 fois, par exemple, un cadavre qui est balancé dans une mare. Et à chaque fois, Doré te les filme de la même manière, avec la caméra qui est vraiment au loin, avec juste des silhouettes, et tu vois le cadavre qui est lancé. Tu as les Américains, qui ont une importance capitale aussi dans le film, les banquiers. Ils interviennent 2 fois dans le film, et à chaque fois, c'est eux qui font avancer justement l'intrigue, et qui va avoir des répercussions, et du coup, encore plus de morts. Il y a 4 meurtres donc, de Jabek, donc le personnage de Jean Rochefort, et à chaque fois, donc du coup, c'est par paire. C'est-à-dire, il y en a 2, c'est au corps à corps, donc il tue Giovanni et Vanel comme ça, c'est-à-dire en se battant ou en plantant, on va dire, et 2, plus à distance, à l'arme à feu, donc c'est-à-dire Auclair et Dauphin. Tu as 2 sacoches d'argent, qui sont aussi, on va dire, au début échangées. Jabek, Jean Rochefort, il va 2 fois à Bruxelles, par exemple. Et à chaque fois, voilà, c'est très très bien montré. Le groupe, il est de 5, c'est-à-dire qu'il y a forcément un déséquilibre, il y en a forcément, entre guillemets, un de trop dans cette mécanique qui va toujours par paire. Et ça, je trouve ça vraiment brillantissime, en fait. C'est pas souligné, en fait, c'est-à-dire que tu comprends de manière vraiment instinctive ce qu'il joue. Et en ça, je rapprocherais presque la mise en scène de Jacques Doré à la sécheresse, on pourrait dire, côté extrêmement carré de metteurs en scène à l'époque américain. Je pense à Fleischer, par exemple, ou Robert Aldrich, tu vois, des cinéastes comme ça, qui ont une efficacité, qui sont complètement à l'os, qui vont à l'essentiel et qui s'embarrassent jamais, en fait, de psychologie. Totalement. Mais il y a vraiment, on a l'impression de voir une malédiction à l'œuvre, en fait. Mais c'est en ça, enfin, on rejoint vraiment les codes du film noir. Du moment que l'avidité, la recherche d'argent à tout prix, dont on parlait tout à l'heure, est présente, de fait, la situation est viciée et ne peut aller que vers le pire. Mais il y a un côté, je trouve même presque, je vais aller loin, hein, presque 2001. Quand Jean Rochefort il se balade au début dans les halles, il voit la mallette, il tombe sur une mallette qui ressemble à celle en fait qu'on lui a présentée au tout début du film pour rassembler l'argent pour le coup. La caméra vraiment s'attarde sur cette mallette, tu sais, et à partir du moment où il l'achète, d'ailleurs il regarde la caméra d'ailleurs, il y a un plan caméra qui est assez long, il nous prend à témoin en fait, on est presque complice de lui en mode je lance le plan ou pas en fait, ça y est, j'ai l'idée maintenant que j'ai ce truc, et à partir de cette putain de mallette, t'as l'impression que tout s'enclenche. Je sais pas si Doré en a conscience quand il le filme, mais il y a vraiment un côté adresse directe au spectateur. On dirait que vraiment que le personnage de Rochefort nous dit « Vous voulez voir ça ? Vous voulez qu'on parte là-dedans ? Bon, eh ben allons-y. » Et à partir de là, effectivement, on est parti dans un engrenage qui est absolument criminel et très violent. Je veux dire, c'est un film qui, sur le fond, donc on est au tout début des années 60, donc on va pas avoir des gerbes de sang, des scènes de torture ou ce genre de choses. Mais sur le fond, l'histoire est d'une rudesse et d'une violence morale qui est quand même assez rare dans ces années-là. Et j'y pense d'un coup à The Lady Killers. Il y a la même mécanique chez McKendrick de jeu de massacre, bon, un peu plus ludique chez lui, et forcément par association d'idées, on va dire par le remake, on pense forcément aussi aux frères Cohen. Tu penses à des films, je sais pas, comme Blood Simple, enfin des films comme ça, qui vont vraiment, ou No Country for All Men par exemple, où un simple acte déclenche un autre acte, ou même dans un autre genre, on va dire plus scénaristique, je sais pas, les films de Francis Weber, en termes comiques. C'est un engrenage, c'est-à-dire que chaque élément, ou un simple journal, voilà, acheté à Lyon, a des vraies répercussions fatales. Oui, effectivement, il y a cette question-là. Donc, tu disais tout à l'heure, le personnage se rend à Lyon pour son arnaque. Il a besoin d'y garer une voiture pour pouvoir fuir avec elle lorsqu'il aura commis son forfait dans le train. Le forfait est commis entre Paris et Lyon dans le train. Donc, il descend à Lyon et il se barre avec la voiture qu'il avait d'ores et déjà garée sur le parking. Mais c'est très marrant, vraiment, cette façon. On dirait qu'à partir de son 3e film, Doré s'autorise une petite incartade un petit peu plus personnelle
en mettant Lyon effectivement très en avant. On va effectivement revenir dans cette ville à 2 reprises, et le journal qu'il va acheter sur place, et dont la présence sur sa banquette arrière va le trahir à un moment clé du film, s'appelle Le Courrier de Lyon, qui est, à ma connaissance, un journal qui n'a jamais existé, créé pour les besoins du film. Et Lyon se retrouve de fait à une place tout à fait centrale dans cette histoire. Même au niveau géographique, parce que le film est entre Bruxelles et Marseille. Absolument. Et on dirait, oui, que De Rais se fait un petit plaisir, un petit peu à la manière d'un Bertrand Tavernier avec son premier film L'Horloger de Saint-Paul, mais de manière beaucoup plus pudique. De Rais se fait un petit plaisir en citant Lyon de manière absolument frontale, sachant que, à ma connaissance, mais j'espère ne pas me gourer, mais le seul et unique film qu'il ait tourné qui se passe intégralement à Lyon, c'est paradoxalement un des tout derniers films de sa filmographie, et franchement pas l'un des meilleurs. C'est pas l'un des meilleurs. Oui. Voilà, Un Crime, avec Delon, en 1992-93. Mais il aura fallu attendre tout ce temps pour avoir un vrai film lyonnais de la part de Rais, là où paradoxalement Tavernier, et les deux sont assez liés via l'Institut Lumière, là où Tavernier a commencé par un film lyonnais avec L'Horloger de Saint-Paul. Et avec Jean Rochefort. Et avec Jean Rochefort. La boucle se boucle. Mais tout est lié. Enfin, le thème, moi, c'est pour ça que je l'ai évoqué dans d'autres émissions ici, dans Bien connu des services de police. Ce qui me plaît dans le genre policier, c'est la question de la fatalité, entre guillemets, du destin. T'appelles ça comme tu veux, du hasard, enfin, quelque chose de plus grand qui les dépasse tous, en fait. Et il y a toujours des petits moments comme ça. Voilà. Quand Jean Rochefort, il dit à Charles Vanel qu'il a accompagné Giovanni sur le quai de la gare, il se trahit. C'est juste une phrase en plus. Oui. Vanel comprend, c'est un lieu de la vieille. L'engrenage est lancé, il meurt. Les Américains, ils gagnent au casino, c'est un truc apparemment basique, mais c'est par ça en fait qu'on découvre du coup la fausse monnaie de Michel Auclair, qui est entre guillemets contaminée. La preuve exactement. Et ce qui va mener du coup cette preuve-là en fait du coup à l'assassinat d'un autre, et qui va mener du coup Michel Mercier, qui est la compagne de Michel Auclair, à confondre en fait à la fin, Jean Rochefort. Mais c'est en ça que vraiment c'est un pur film noir. L'appât du gain en soi-même induit une malédiction. Je ne sais plus quel théoricien du cinéma disait que le film noir était en quelque sorte la continuité, le roman noir, il parlait du roman noir américain, et qui disait que c'était la continuité de Zola et de Victor Hugo, c'est-à-dire que par des histoires policières, on allait voir comment l'argent détruit absolument tout, l'amour, l'amitié, la fidélité, les principes. Comment est-ce qu'une société est capable de se pervertir à la simple vue d'un billet vert. Et pour ce qui concerne Symphonie pour un massacre, on est complètement là-dedans. Il y a un film avec lequel je suis tenté d'établir une filiation, parce que la dynamique est vraiment la même à ce niveau-là. C'est le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, La Grande Radia, où on a, pareil, toute une série d'associés qui vont se la faire à l'envers à la suite d'une affaire. Et on retrouve, effectivement, dans le film de Ray, une dynamique similaire. Et avec la même fin que Mélodie en sous-sol. Mais j'ai presque envie de dire que Verneuil est meilleur que Kubrick. Je trouve que la fin de Mélodie en sous-sol est mieux que... Ah, c'est splendide. C'est splendide, alors que paradoxalement, bon là on fait une petite incartade pour les fans de Verneuil, pour les autres, voilà. Mais alors que paradoxalement, il n'y a aucune raison que les sacs se retrouvent au fond de la piscine. Non. Mais au niveau visuel, au niveau de la tension et de ce que ça emmène, c'est splendide. C'est mieux que Kubrick. C'est splendide. D'ailleurs, il y a un autre lien qu'on peut faire entre Mélodie en sous-sol et Symphonie pour un massacre, c'est le compositeur. Ah bah oui, je voulais t'emmener là-dessus progressivement, mais oui, donc Michel Magne. Michel Magne, oui, voilà. Bon, alors Michel Magne, donc, qui est un compositeur extrêmement célèbre pour Angélique Marquise des Anges, pour Les Tontons Flingueurs. Les Tontons Flingueurs, évidemment, Les Barbouzes, toute une série de films réalisés par Lautner. Avec Jean-Yann aussi, une grosse collaboration. Grosse collaboration avec Jean-Yann, effectivement, sur Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Moi il y en a vouloir des sous. Je crois qu'il les a quasiment tous faits. C'est génial. Jusqu'à 2h moins le quart avant Jésus-Christ, qui est composé par Alessandrini, mais tous les autres sont composés par Magne. Et parenthèse aussi, Michel Magne aussi, un grand expérimentateur très, très pop, et qui a surtout œuvré, entre guillemets, pour la pop mondiale, on pourrait dire, avec le Château d'Hérouville. Avec le Château d'Hérouville et son fameux studio dans lequel Elton John est passé, les Rolling Stones, Pink Floyd, vraiment tout le monde sauf les Beatles qui étaient déjà séparés. Mais vraiment, il a vu David Bowie, je crois aussi. Enfin, il a vu passer absolument tout le monde dans ce studio d'enregistrement, qui encore aujourd'hui est légendaire. Il y a d'ailleurs Sting et quelques autres qui sont repassés récemment pour faire un documentaire sur le Château d'Hérouville et un enregistrement. Vous le retrouvez d'ailleurs, je l'ai vu sur le replay de France Télévisions, je crois qu'il est encore disponible. Passionnant. C'est vraiment passionnant, ouais. Et donc moi c'est un compositeur par rapport à d'autres comme De Roubaix, comme Sard ou
ou même comme Morricone, puisqu'il a fait beaucoup de musique de films françaises, Magne n'est pas forcément celui qui me touche le plus. Par contre, c'est un passionné absolu. Et c'est un compositeur qui, par moments, est capable de fulgurances absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, alors parlons un tout petit peu de la musique de Symphonie pour un massacre, qui est très présente, d'ailleurs. Pour un film noir, là où chez Melville, c'est très épuré, là, très régulièrement, il y a des leitmotifs musicaux qui sont plutôt intéressants. Il y a une musique d'ouverture sur le moment, quand j'ai revu ça, j'étais là, ah tiens, on dirait quasiment du Angélique Marquise des Anges, mais très vite, ça part en jazz. Il y a le thème, le thème du titre. Qui est coupé en deux. Qui est coupé en deux, qui est très joyeux, qui est très entraînant, avec un orgue qui d'ailleurs est présent sur les Tontons Flingueurs, qui est également présent sur la formidablissime musique que Michel Magne a composée pour Compartiment Tueur, le premier film de Costa Gavras. On retrouve toujours cet orgue. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement enjoué là où le film est extrêmement noir, mais surtout il y a un morceau qui va revenir sous forme de déclinaison multiple, avec un thème plus inquiétant, plus tourné vers le suspense. Et pour l'anecdote, donc ce morceau s'appelle 5 hommes à abattre, c'est le nom du morceau. Et il y a quelque chose d'assez frappant, puisque 16 ans plus tard, Jacques Deray, avec Delon, pour qui il a tourné, puisque Delon est producteur, avec qui Deray a tourné au moins 6 ou 7 fois, il y a ce film qui s'appelle 3 hommes à abattre, gros succès de l'année 1980, et dont tout laisse à penser que le titre 3 hommes à abattre est une adaptation carrément du nom du morceau de Michel Magne. Et il y a un truc qui est très intéressant au niveau de la construction scénaristique, c'est-à-dire que le film commence du coup par une femme, donc Daniela Roca, et se termine par une autre, c'est-à-dire c'est Michel Mercier qui clôt finalement, et c'est rigolo quoi, pendant que les hommes s'entretuent, pendant qu'ils font des actions complètement stériles au point de perdre la vie, les femmes finalement continuent, avancent, et puis mènent le jeu, quoi, c'est-à-dire l'histoire c'est elle. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, la fin étant ça extrêmement marquante, puisque le personnage principal va enfin finir par payer pour toutes les saloperies qu'il a faites. Mais à travers un déguisement aussi, d'ailleurs. À travers un déguisement. 2 déguisements, ouais. Et lui-même, en fait, c'est passionnant. Son décès dans la toute dernière partie du film est provoqué par le fait qu'on le confonde avec quelqu'un d'autre. Lui qui a passé tout le film à doubler tout le monde, va être victime d'une erreur. Alors, d'une erreur qui est complètement liée à ses propres actions, c'est-à-dire que lui-même ayant instillé le doute, ayant mis un espèce de mécanisme de la trahison, il va être victime, effectivement, du personnage de Michel Mercier, qui, pour venger son mari que Jean Rochefort a lui-même abattu, mais en attribuant son meurtre à un autre, cette femme incarnée par Michel Mercier, confondant cet autre avec le personnage de Jean Rochefort, va lui tirer dans le dos, évidemment, situation très forte, une excellente mort pour un traître, quelque part, mais de cette manière, voilà, ça file une espèce de complétude au film, ça boucle la boucle. Et ce qui est intéressant au niveau de la mise en scène de Jacques Deray, qui est toujours encore une fois extrêmement pensé, extrêmement travaillé, il y a toujours des objets qui les délimitent, on pourrait dire, entre les personnages. Et c'est souvent d'ailleurs, et c'est très intéressant, j'ai noté, des lampes. Donc peut-être ce rapport effectivement d'ombre et de lumière entre de vrai, de faux semblants. Et c'est toujours comme ça, à des moments clés de l'intrigue, que Jacques Deray en fait balance des jeux de miroir. Il y a toujours cette duplicité qui intervient à un moment ou à un autre. Il joue extrêmement bien aussi, de surcadrage en permanence, beaucoup de portes vitrées dans le film. Il y a beaucoup de grilles qui créent une sorte de quadrillage comme ça du cadre. Et ce qui est très intelligent avec les grilles, entre guillemets, même avec aussi, j'y pense, dans le Net Club tenu par Claude Dauphin, il y a des sortes de balançoires. Donc qui créent aussi des forces, on va dire des lignes qui délimitent les personnages. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu es dans le même espace, c'est-à-dire que tu es pas séparé par quelque chose de vraiment tangible, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'on n'est pas ensemble. Et ce n'est que ça, le film, en permanence. Ah, mais symboliquement, il y a une tonne de choses à analyser, et c'est d'ailleurs, une des mises en scène les plus riches de toute la carrière de Jacques Deray. C'est vraiment, au pur plan formel, un film remarquable. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs films. Oui. C'est un avis que je partage totalement. Pour moi, il y en a 2 qui se détachent. Alors, je fais pas partie des grands admirateurs de La Piscine, tu vois, par exemple. Qui est l'inverse total, mine de rien. Qui est l'inverse absolu. Et pourtant, c'est la même base. En termes de scénario, de duplicité. D'ailleurs, tiens, petite anecdote au passage. Jacques Deray et Jean Rochefort
même s'ils ont, ça a été un tournage très agréable, n'ont plus jamais retourné ensemble. Par contre, Jacques Deray a contacté Rochefort en 68 pour convaincre Delphine Seyrig, qui était une amie grande actrice et grande féministe, et amie de Jean Rochefort. Il a contacté Rochefort pour convaincre Seyrig de tourner dans la piscine, laquelle a rejeté le scénario en disant « ça n'a aucun intérêt, et en plus je vois pas le sens de tourner tout le temps en maillot de bain ». Voilà, c'est amusant. Et pour conclure, il faut également parler quand même du succès du film, de son impact. Alors, c'est un film qui est un succès sans être un triomphe, mais qui va quand même avoir un impact tout à fait décisif sur la carrière de Rochefort, qui considère que c'est un film fondateur. Et c'est un film qui va bien marcher en France, mais surtout qui va être un énorme carton en Italie. Au point d'ailleurs qu'on va proposer à Jean Rochefort, les Italiens vont proposer à Jean Rochefort des rôles dans leur péplum, notamment les fameux films de Massiste. Et du coup, bon voilà, Rochefort va refuser, ce en quoi potentiellement il a bien fait. Mais il est aussi indicable que le film a fait une jolie carrière aux USA. Alors c'est vrai qu'il arrive dans une période où la nouvelle vague a tellement poussé les portes que voilà, les cinémas de Los Angeles, de New York et tout s'évertuent à diffuser des films français. Et aux USA, il va avoir une des plus redoutables critiques, Judith Crist, légende de la critique américaine, qui va se fendre de tout un papier sur le film Symphonie pour un massacre pour dire que c'est un film absolument brillant, pour en vanter les mérites et tout. Et donc, ouais, c'est pas la moitié d'un succès à ce niveau-là. Voilà, succès critique, succès d'estime, succès public. Et même s'il est un petit peu oublié aujourd'hui, quand on le redécouvre, on se rend compte que ouais, ça vaut vraiment la peine d'être découvert parce que le film possède encore aujourd'hui, de par sa force, de par le fait qu'on suive un personnage principal aussi négatif, du coup, une fraîcheur, quelque chose d'assez intemporel, en fait, tout à fait universel, et absolument indémodable. Et d'ailleurs, voilà, Rochefort, qui n'est pas du tout habitué à ce genre de rôle, réalise, en tout cas c'est ce qu'il dit dans sa biographie, réalise que, à partir de ce succès, que s'il fait carrière, ce sera grâce à la diversité de ses personnages. Et c'est vrai que pendant toute la décennie qui va suivre, on va le voir dans des rôles extrêmement divers, de salaud, de héros, de lâche, de fourbe, de timide, de touchant, enfin bref, il va passer par à peu près tous les stades. Et c'est vrai que voilà, c'est le voir comme ça dans ce premier rôle, c'est très rare, et c'est d'ailleurs un exemple très rare de voir un acteur aussi connu qui s'impose dans un premier rôle, dans un premier rôle, avec un personnage aussi éloigné de ce qu'on va lui faire jouer en général. C'est-à-dire le personnage de Rochefort est totalement à part dans sa filmographie, le personnage de Symphonie pour un massacre. Quelque part, le seul équivalent serait peut-être son ami Jean-Paul Belmondo, mais lié à la nouvelle vague, et quand la nouvelle vague va, entre guillemets, le laisser au profit peut-être d'autres acteurs, d'autres histoires, et que Belmondo va aller vers d'autres récits et d'autres metteurs en scène, c'est peut-être le seul équivalent qui me vient en tête. Tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoque le film depuis tout à l'heure. Le film a bénéficié d'une belle ressortie en Blu-ray, une belle restauration. Il y a des films de Deray comme ça qui sont sortis dernièrement. Donc, c'est le cas pour Rififi à Tokyo, ou bien Un homme est mort, qui est sorti il n'y a pas si longtemps aussi, avec Trintignant qui est très intéressant, qui lui plonge vraiment tête baissée dans le cinéma américain, puisque l'action se passe à Los Angeles. Avec Roy Scheider, avec Angie Dickinson, je crois. C'est ça, ouais, exactement, ouais. Qui est aussi un super polar. Mais tu vois, en évoquant ce film avec toi depuis tout à l'heure, on évoque comme ça des films anglais, on parle d'un côté italien. Ça me fait même penser, comme ça, hein, je sais pas, je suis pas un expert de cinéma là. Je pense que le film a pu plaire aussi en Asie, au Japon par exemple. Tu vois, il y a ce côté très, effectivement très, très anglais. Et la culture anglaise a beaucoup de points communs avec la culture japonaise, je pense. C'est aussi deux îles, etc. Ouais. Et le film a ce côté-là qui peut complètement, je pense, rentrer dans leur code. Et c'est pas un hasard aussi s'il a tourné au Japon avec Rififi à Tokyo. Donc je pense c'est tout est lié. En fait, tout est assez bien construit le début de carrière de Deray. On parlait de symphonie, de Mélodie en sous-sol tout à l'heure, auquel Symphonie pour un massacre emprunte l'identité de son titre. Ce film-là, Mélodie en sous-sol, avait été un carton absolu. Au Japon lors du Festival français de Tokyo de 1963, ça avait été un carton. Et c'est ce qui avait fait qu'Alain Delon devienne le mythe que l'on connaît au Japon. Alain Delon qui va du coup énormément tourner avec Jacques Deray par la suite, parce que quand même il y a des très grands succès qu'ils ont fait ensemble. Il y a donc La Piscine, que tout le monde connaît, Borsalino, Flick Story, la suite de Borsalino Co, qui obtient pas le même succès, mais qui est également quand même un succès assez considérable. Un film effectivement que tu citais, Flick Story, pour lequel je crois que toi comme moi on a une certaine affection. Je trouve que c'est un très très bon, bon film. Je l'ai évoqué ici, pour moi c'est le hit français. Ouais, ah oui, il y a de ça, oui. Duel de comédiens, un flic, un truand, oui, non, absolument. Et une reconstitution, une musique et tout, absolument unique.
Autre tradition dans Bien connu des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre. Une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Baptiste, tu commences, tu nous conseilles quoi un petit peu dans le même style? Eh ben écoute, je vais profiter de l'occasion pour essayer de rétablir pour moi ce qui est une des plus grandes injustices du cinéma français, en évoquant un film de truand, sorti en 1973, réalisé par Édouard Molinaro et qui s'appelle Le Gang des otages, avec Daniel Cauchy et Bulogier, qui est un film, voilà, qui est un film extrêmement, extrêmement authentique, coécrit par Alphonse Boudard, donc lui-même ancien truand, comme Giovanni d'ailleurs. Ils ont des parcours un peu similaires. Et qui raconte le quotidien d'un trio de gangsters, 2 hommes et une femme, qui vont commettre toute une série de braquages. Et le film opère toute une série de flashbacks, puisque nous sommes dans le bureau d'un juge d'instruction, qui est en train d'auditionner le personnage principal, et le personnage principal raconte son histoire, avec en plus un délicieux décalage entre la voix off, donc de celui qui raconte l'histoire, et les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés. C'est-à-dire la voix off est en constant décalage avec l'image qu'on a sous les yeux. C'est un film qui a une dynamique de montage absolument quasiment inédite dans le cinéma français de ces années-là. C'est un film qui est ultra nerveux, qui est hyper réaliste, qui est de très loin la mise en scène la plus nerveuse qu'a jamais fait Édouard Molinaro, et qui est, tiens, puisque je connais un petit peu tes goûts, qui est dans la pure tradition, avec cette différence qu'il y a 15 ans d'avance, de ce que Scorsese va faire à partir de 1990 avec Les Affranchis, puis avec Casino, c'est-à-dire une voix off constante, une dynamique de fou et vraiment des codes de truands dans lesquels on va plonger de manière quasi sociologique, sans pour autant oublier le suspense, la violence, l'efficacité. Bref, c'est un film qui s'est vautré à sa sortie, qui n'a jamais été réellement réhabilité depuis. Donc voilà, j'essaye désespérément de le faire connaître et je le recommande à tous. De mon côté, une double recommandation, cette fois-ci pour continuer dans l'esprit de contre-emploi dramatique dans le genre polar, avec 2 films réalisés par Guillaume Niclou, qui juste après Le Poulpe, avec ses 2 premiers volets de sa trilogie policière, à savoir donc Une affaire privée et Cette femme-là, a offert 2 rôles complexes et torturés à Thierry Lhermitte et à Josiane Balasco. 2 films qui, à l'instar du coup de Symphonie pour un massacre en son temps, ont tenté comme ça de se réapproprier les codes du genre dans un cadre beaucoup plus contemporain. Avec Une affaire privée, Niclou livre une relecture ingénieuse, on pourrait dire, du film noir en convoquant dans un style très marqué différentes approches. On peut citer Le Grand Sommeil, par exemple, le chef-d'œuvre de Howard Hawks, Le Privé de Robert Altman, en passant par Clout de Pakula, où justement Thierry Lhermitte brille en reprenant à son compte cette figure mythique du détective privé solitaire, cynique, impassible et toujours la clope au bec, tandis que cette femme-là lorgne clairement cette fois-ci du côté des thrillers, on pourrait dire psychologiques des années 90, avec une ambiance vraiment glauque, poisseuse et à la lisière du fantastique, où la mise en scène vraiment très soignée rappelle une forme comme ça de léthargie proche de l'hypnose, pour mieux nous perdre dans les méandres de la psyché d'une femme brisée. Et à ce titre, il faut vraiment saluer, je trouve, et c'est surtout celui-là que je voulais vraiment saluer, la composition épurée de Balasco, qui est pour moi exceptionnelle de justesse et de non-dit. Elle est vraiment dans une autre catégorie, elle est encore différente par exemple que Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Donc voilà, c'est 2 films vraiment assez atypiques, avec 2 acteurs comiques venus du splendide dans un autre registre, et 2 films servis par ailleurs par la magnifique BO à chaque fois de Éric Demersan, qui est un Melvillien, on pourrait dire, convaincu, des BO vraiment orchestrales, atmosphériques et mentales. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer de toute urgence, du coup, Symphonie pour un massacre de Jacques Deray en garde à vue. Un immense merci à toi, une fois de plus, Baptiste, pour t'être si bien prêté au jeu de l'audition en tête-à-tête. Et la sentence est sans appel, tu as été comme d'habitude excellent et passionnant. Merci beaucoup. De même, et on recommence quand tu veux. On l'a noté déjà entre nous, de toute façon, on a plein d'idées pour des prochains podcasts. Yes. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma, alors n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu, et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore, et à très vite dans Bien connu des services de police.